Me revoilà, donc cette fois-ci, ma présentation, je l'ai préparée. Pas sûr que ce soit meilleur. Donc la gestion des urgences en 2021, donc avec l'AORT Team, le SOS Aorte et après. Donc je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer les urgences aortiques. Bon, pour résumer rapidement, il y a évidemment la dissection, l'hématome, l'ulcère. Tous ces syndromes aortiques aigus sont grevés de la même mortalité. Il y a au niveau vasculaire les anévrismes rompus et au niveau traumatique, beaucoup plus souvent des urgences traumatiques, il y a la rupture de l'isthme aortique. La mortalité, les chiffres, la dissection de type A, c'est 50% de mortalité à 48 heures. La dissection de type B, c'est une mortalité intra-hospitalière de 12%, avec dans les formes compliquées 20% de décès le premier jour et 25 à 50% à 30 jours. Les anévrismes rompus, donc là encore plus grave, avec 80% de mortalité en extra-hospitalier, 50% de mortalité pour les patients arrivant à l'hôpital. Donc dans les séries historiques, le pronostic, en fait, le délai, les patients mouraient avant la confirmation diagnostique. Donc ils mouraient du délai de diagnostic, mais ils mouraient aussi du délai de prise en charge médico-chirurgicale. Donc tout l'intérêt de cette présentation, c'est essayer de transférer le plus rapidement possible sur un centre recours avec un plateau technique dédié. Donc évidemment, les différents intervenants de cette équipe ou d'un centre dédié sont déjà bien sûr identifiés et le management est déjà bien mis en place. Là, c'est surtout histoire d'officialiser les choses, notamment pour la région et au niveau national. Donc c'est pour ça qu'on a essayé de mettre en place, on essaye de mettre en place un parcours de soins prioritaire, bien sûr multidisciplinaire, pour les patients présentant une pathologie aortique aiguë, avec la dissection aortique de type A ou de type B, mais bien sûr aussi chronique. Donc le but étant d'avoir une expertise bien sûr diagnostique et thérapeutique dans la phase aiguë et aussi dans la phase chronique. Tout ça grâce à nos amis radiologues, avec surtout un circuit court d'accès à l'imagerie, puisque souvent la problématique en aigu, l'imagerie, on va pouvoir y aller rapidement, mais l'identification d'un cardiologue de ville, d'un anévrisme, souvent il va y avoir un délai pour avoir un scanner. Et donc c'est pour ça que toute cette présentation repose sur le circuit court d'accès à l'imagerie avec le nouveau scanner qui va arriver en septembre. Donc les différents intervenants, on les connaît, hein, c'est bien sûr les radiologues, les chirurgiens vasculaires et endovasculaires, les chirurgiens cardiaques, notre collaboration étroite avec nos amis urgentistes, bien sûr, et les cardiologues. Le but de tout ça étant d'améliorer la survie. Donc les différents papiers princeps pour mettre en place un centre aortique, évidemment c'est avec l'expérience de l'HEGP qui finalement, la principale chose qu'ils ont fait, c'est baisser le délai entre l'admission et la prise en charge médico-chirurgicale. Ça, c'est extrêmement intéressant, parce que le gros registre de la dissection aortique, on voit que le délai entre l'admission et la prise en charge, on est à 3h ou 3h30. À la HEGP, la première chose qu'ils ont modifiée, on est arrivé à un délai de 1h30, ce qui est vraiment très très important. L'autre papier, donc le Aortic Centers, là, il montre qu'en fait, les centres à haut volume et des chirurgiens ou des cardiologues, des chirurgiens endovasculaires rompus à l'exercice de l'aorte, baisse significativement la mortalité. Et de manière encore plus intéressante et plus approfondie, on voit que cette même équipe qui a mis en place un programme aortique améliore aussi ses résultats. Bon, pas sûr que ça arrive chez nous parce qu'on est déjà vraiment déjà à la pointe. Donc évidemment le syndrome aortique aigu, c'est toutes les urgences dont je voulais parler. Le centre aorte, on a mis en place avec nos amis de Réa Polyvalente un numéro unique qui est ici même, que vous pouvez noter. Et en fait, ce numéro unique, il va être géré par les réanimateurs qui va coordonner les différents intervenants. D'accord ? Donc c'est un diagnostic, soit le diagnostic qui est déjà confirmé à l'angioscan. Dans ce cas-là, on va aller directement en fonction du type B, du type A ou de la rupture de l'isthme. Il va aller directement soit au bloc opératoire, soit en réanimation, soit à l'USIC, bon, en fonction de ce qu'on a déjà mis en place. En revanche, si le diagnostic n'est pas confirmé, on va le faire arriver directement au scanner. Le but étant finalement d'avoir une prise en charge spécialisée médico-chirurgicale. Un petit retour sur l'activité, donc on voit bien
que l'activité aortique, que ce soit en chirurgie cardiaque, en chirurgie vasculaire ou en chirurgie endovasculaire, augmente. La dissection aortique de type A, la dissection aortique de type A, pour parler un petit peu de la chirurgie cardiaque, depuis 10 ans, ça ne fait qu'augmenter. Avec l'année du Covid, probablement on avait moins de transplantations, on a pu accepter plus de dissections aortiques, et donc on est passé à 37 par an, ce qui est remarquable. Donc, le centre aortique de Nantes qu'on essaye de mettre en place, c'est un centre à haut volume, expérimenté dans la prise en charge des pathologies extensives de l'aorte, avec une expertise, je l'ai rappelé, et une prise en charge, bien sûr, pluridisciplinaire. Les objectifs, c'est surtout d'améliorer le délai de la prise en charge, d'améliorer la qualité, ce qui est déjà présent, bien sûr, et puis surtout, le but final étant d'améliorer la survie. Merci beaucoup, Guillaume. Donc, effectivement, améliorer la survie, c'est un point important. Donc, les patients sortent maintenant vivants de votre prise en charge. Et la question derrière, qu'est-ce qu'ils deviennent? Reprennent-ils une vie normale? Est-ce que c'est de l'histoire ancienne? Est-ce qu'ils sont gênés? Quelle est la problématique chronique? Et c'est le professeur Morel qui va nous parler de ces questions-là. Oui, effectivement, la phase aiguë, c'est le haut de l'iceberg. Et en fait, il y a aussi comme la dissection touche le plus souvent toute l'aorte jusqu'à la bifurcation iliaque. L'enjeu pour la suite, c'est d'une part que devient la dissection qui n'a pas été traitée à la phase initiale, et aussi la prise en charge médicale au point de vue du risque cardiovasculaire de ces patients. Donc on sait très bien maintenant, c'est bien documenté dans la littérature, que l'évolution du faux chenal, celui-ci étant fragilisé au niveau de sa paroi comparativement à une aorte native, va se dilater avec le temps de façon inexorable et plus ou moins rapidement. Et on sait qu'il y a jusqu'à 50% dans le suivi des dissections type A qui vont se dilater sur un mode anévrismal et 70% sur les type B médicalement. Donc on est de plus en plus agressif en fait sur les réinterventions dans la phase chronique pour éviter les ruptures d'anévrisme, avec un diamètre opératoire au-delà de 55 à 60 mm globalement sur le diamètre aortique, ou une croissance rapide. Et sachant qu'on a aussi des critères maintenant qu'on connaît de croissance rapide, comme le diamètre de l'aorte thoracique descendante en phase aiguë qui fait plus de 40 mm, un faux chenal qui va être partiellement circulant, partiellement thrombosé, ou le diamètre de la porte d'entrée, qui sont des critères anatomiques, on sait, prédictifs d'une évolution défavorable et où on va pouvoir resserrer encore plus la surveillance. Pour vous illustrer un petit peu ce qu'on voit régulièrement, depuis qu'on a instauré et bien cadré le suivi des dissections. Par exemple, les dissections type A vont pouvoir évoluer plus ou moins rapidement sur l'aorte thoracique descendante. Et vous avez ici ce patient de 63 ans, pas trop d'antécédents la plupart du temps, hypertendu. Lui, c'était un plongeur, donc c'est évidemment pas bon. Dissection traitée 9 décembre 2020 par un Bental. Et vous voyez qu'au niveau de l'isthme aortique, on était déjà à 38 mm sur la phase initiale. Donc les patients, ils ont systématiquement un angioscanner post-op avant la sortie d'hospitalisation. Et là, on a vu que déjà fin décembre, il était à 48 mm sur l'isthme aortique avec un faux chenal qui est partiellement thrombosé, partiellement circulant. Et ils sont systématiquement revus à 3 mois en consultation de chirurgie. Et là, on était à 55 mm. Donc une croissance de 17 mm sur 4 mois. Donc là, on était clairement dans des critères de réintervention pour éviter la rupture aortique rapide. Et donc c'est un patient qu'on a hospitalisé en semi-urgence pour lui réimplanter les troncs supraortiques de façon plus proximale et pouvoir couvrir en fait la dissection par une endoprothèse thoracique. Le principe du traitement de la dissection sur l'aorte descendante, c'est toujours le même, c'est de fermer la porte d'entrée, la porte d'effraction, pour réduire la pression dans le faux chenal et fermer le faux chenal. Et vous voyez, pour faire ça, on s'aide en fait de l'ETO aussi, qui permet de montrer les portes d'entrée et de bien toutes couvrir celles qui sont grosses et qui posent problème. L'autre cas de figure, c'est la dissection de type B, qui peut être rapidement anévrismale également. Avec, par exemple, ici, on avait le cas d'une femme de 57 ans qui était arrivée aux USIC pour un OAP inaugural, une décompensation cardiaque, et en fait, qui avait eu des douleurs thoraciques 3 semaines auparavant. Et on voit qu'en fait, à l'angioscanner, elle avait une dissection de type B qui était d'emblée à 50 mm. Donc là aussi, qu'on a pris en charge en semi-urgence avec une endoprothèse thoracique pour fermer la porte d'entrée. Et là, ce qu'on voit sur ces patients qui sont dilatés d'emblée
de façon large sur toute leur aorte thoracique. On a un bon résultat sur le scanner de contrôle à 3 mois au niveau de l'aorte thoracique, donc là où on a fermé la porte d'entrée avec un faux chenal qui s'est rétracté autour de l'endoprothèse. Par contre, en bas, au niveau de la jonction thoraco-abdominale, ici, on voit que le faux chenal reste circulant puisqu'il y a d'autres portes d'entrée à l'étage abdominal. Et donc, on continue également à les suivre parce qu'ils peuvent ensuite se dilater au niveau de l'aorte abdominale. Et si jamais ils se dilatent, on va continuer le traitement, la majorité du temps par voie endovasculaire, en étendant la prothèse jusqu'aux axes iliaques avec une prothèse qui va avoir des fenêtres ou des branches pour les axes rénaux et digestifs. Et dernier cas très classique, c'est la dissection type A qui n'a pas été suivie après la prise en charge initiale qui consiste en un remplacement sus-coronaire. Donc ça, c'est plutôt ce qui se faisait avant. Maintenant, de plus en plus, il y a de plus en plus de prise en charge agressive à la phase initiale. Mais en tout cas, cette patiente de 55 ans qui en plus était Marfan a eu par hasard, demandé par son cardiologue alors qu'elle était en rupture de suivi depuis la prise en charge de sa dissection, un angioscanner, et là on tombe sur un isthme qui fait 70 mm. Donc là encore, fermeture de la porte d'entrée, et là comme la chirurgie de Cross n'avait pas été faite à la phase aiguë, le traitement est passé par une chirurgie de Cross. Donc en fait, avec un bon résultat. Tout ça pour dire que dans le protocole de prise en charge, le centre aorte, c'est la phase initiale et c'est aussi tout le suivi qu'il y a derrière, et en particulier le suivi morphologique, avec un protocole de suivi qui est établi, et les patients ils sont suivis au long cours. Après 5 ans, s'ils sont bien stables, on élargit les scanners à tous les 2-3 ans, mais on n'arrête jamais le suivi puisque l'évolution de base d'une dissection, c'est 1 à 2 mm par an quand même. Donc en fait, sur les années, ils évoluent, et on va rapprocher la surveillance en fonction de la morphologie. Et les cas compliqués, on les discute en staff aorte. On a une réunion à peu près toutes les 6 semaines. Merci beaucoup, Blandine. Guillaume, maintenant, on sait qu'il existe dans toutes nos patientèles des formes familiales. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur qui envoyer au généticien? Est-ce qu'il faut revoir tous les apparentés au premier degré en échographie? À toi. Oui, merci Magali. Bonjour à toutes et à tous. C'est une vraie question, puisqu'on sait qu'il y a des formes familiales, et donc il y a 2 façons de prendre le problème quand on est devant le patient qui a fait une dissection aortique. La question, c'est est-ce qu'il faut l'envoyer voir le généticien? Et l'autre question, c'est est-ce qu'il faut proposer une échographie aux autres membres de la famille, au moins les apparentés du premier degré? Alors, vous voyez, j'ai fait une diapo avec quelques critères. Il n'y a pas de référence bibliographique associée. Aujourd'hui, les recommandations sont un peu lâches, pas hyper précises, et donc c'est un peu les choses qu'on propose à Nantes à nos patients. Mais le message, même si on va reprendre les critères, le message aussi, c'est qu'en dehors de ces critères, toute suspicion, situation un peu anormale, bon sens clinique entre guillemets, doit faire dépasser ces critères, et il ne faut pas hésiter à adresser les patients aux généticiens ou demander un dépistage des apparentés du premier degré. Une échographie cardiaque, c'est quand même pas grand-chose, c'est pas très invasif, hein. Et le généticien n'a jamais mordu personne non plus, donc faut pas hésiter. Alors les critères qu'on retient nous dans l'équipe, qui sont des critères qu'on peut retrouver aussi dans la littérature, hein. Un âge, donc pour un patient qui a fait une dissection aortique, un âge de moins de 55 ans, pour certains centres c'est même moins de 50. L'étude en anatomopathologie du tissu qui montrera des éléments évocateurs, par exemple d'une maladie de Marfan, d'une aostopathie, le contexte d'une dissection ou d'une aortopathie ou d'une mort subite suspecte chez un apparenté du premier degré de ce patient qui vient de faire une dissection doit faire envoyer le patient chez le généticien. Et puis des signes évocateurs d'une maladie du tissu conjonctif, l'éluxation du cristallin chez le Marfan, une grande taille avec une scoliose, un morphotype un peu atypique, doit faire envoyer ce patient chez le généticien. Et puis pour les apparentés du premier degré, quand faire une échographie cardiaque? Donc on a retenu 3 éléments. L'anomalie aortique préexistante, par exemple un anévrisme ou une bicuspidie, tout ça vaut largement au-delà de la dissection aortique, hein, puisque c'est des recommandations larges. La présence déjà connue d'une maladie du tissu conjonctif, mais en général ces patients sont plutôt dans le cadre d'un suivi spécialisé, hein. Il y a un centre de compétences
à Nantes des maladies de Marfan et des aortopathies, pilotées par Bertrand Isidore et Lauriane Le Glouan. Donc ces patients peuvent être référés pour avis. Et puis, bien sûr, la dissection aortique avant l'âge de 55 ans doit aussi, en plus de l'enquête génétique, faire envoyer les apparentés du premier degré vers un cardiologue pour une échographie cardiaque de dépistage. Alors, je voulais reprendre après, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour ces patients au long cours, puisque, bon, on a parlé de la génétique, mais il y a d'autres choses, et donc, un peu à distance de cette phase aiguë, chaude du patient, eh bien, vous avez vu l'amélioration de l'organisation des soins, du dépistage, de la prise en charge thérapeutique, et donc, on va se retrouver progressivement avec des populations qui ont fait une dissection aortique, qui ont été traitées, qui vont avoir une espérance de vie qui va augmenter. Et donc, ils vont arriver dans nos cabinets de consultation. Et donc, on propose de voir, et on le fait déjà maintenant depuis 2019, un bilan un peu formalisé, systématique, à 6 mois de la dissection, aux patients qui sont un peu sortis de la phase aiguë, qui sont plutôt stables. Avec donc, on refait le point sur la nécessité de la génétique et d'un dépistage dans la famille. Et puis, 2 autres items que je voudrais mettre en avant. Un point sur pression artérielle et risque cardiovasculaire global. Toute l'aorte est malade, et donc il faut protéger cette aorte du risque de récidive. 5% des dissections sont des récidives de dissection, donc ça existe vraiment. Et donc on fait le point avec le patient sur le contrôle tensionnel, sur les traitements. Sur les bilans étiologiques, un bilan étiologique éventuellement de cette hypertension pour certains patients, des facteurs de résistance, le risque cardiovasculaire. Et puis deuxième item, faciliter la reprise d'une vie normale. C'est des patients qui ont vécu un stress aigu. Il y a beaucoup de patients en stress post-traumatique qui ont des difficultés à reprendre des activités normales. Donc il faut s'emparer de cette situation avant de les renvoyer à un suivi au long cours. Et puis enfin, reprise d'une activité physique, discuter les preuves d'effort, et puis éventuellement les aiguiller vers des associations de patients. Donc l'idée, c'est de définir les objectifs pour le long terme et d'engager le suivi cardiologique annuel à vie qui est nécessaire pour ces patients. Je voudrais revenir sur quelques petits points un peu plus en détail, parce que c'est toujours facile d'en parler en général, et après, il faut définir des cibles claires pour les patients sur certains éléments de suivi. Et encore une fois, vous voyez, j'ai mis des cibles, il n'y a pas de recommandation de référence bibliographique associée, donc on n'est pas encore dans des niveaux de recommandation très élevés pour ces patients, mais on essaye quand même de se donner des cibles pour le long terme. Donc bien sûr, concernant la pression artérielle, qui est un élément central pour la survie de ces patients, les inciter, les engager dans l'automesure tensionnelle sur le long terme, avoir une cible de pression artérielle au moins pour tous à 130/80 ou moins, et éventuellement une systolique cible à 120 si possible pour certains patients, s'ils ne sont pas symptomatiques. Après, on peut discuter au cas par cas de baisser en dessous de 130 maximum. Et puis concernant les traitements, alors là on a quand même quelques études qui nous disent que, d'abord les bêta-bloqueurs sont indispensables chez tous les patients, sauf si vraiment ils ne tolèrent pas le traitement, mais il faut leur donner des bêta-bloqueurs avec une fréquence cible probablement autour de 60 par minute. Et que les bloqueurs du système rénine-angiotensine ont aussi montré une efficacité dans la prévention de l'aggravation de la maladie, tout simplement. Et 3, également pour les inhibiteurs calciques, et probablement dans cet ordre-là pour l'implémentation des traitements. Deuxième point, le LDL. On propose une cible de LDL inférieure à 1 gramme pour tous les patients, et probablement inférieur à 0,7 s'il y a des signes clairs de maladie athéromateuse sur l'aorte. Alors bien sûr, en dehors d'autres lésions athéromateuses sur les autres vaisseaux qui feraient éventuellement encore baisser la cible, coronaropathie, etc., etc. Mais au moins, essayer de s'en tenir à ces cibles-là. Et dernière diapositive, il faut penser à l'éviction de certains médicaments qui pourraient aggraver la pathologie. Les quinolones, on connaît tous les tendinopathies sous quinolone. Il y a un risque aussi, alors on n'est pas encore dans des grands niveaux de preuve, bien entendu, mais il y a un risque aussi sur l'aorte de ces patients. Éviter les AINS et l'aspirine à forte dose, pareil, qui pourrait aggraver la maladie. Et puis, dernier point sur l'activité physique. Alors, c'est évident que chez ces patients, l'activité physique a un bénéfice multiple sur la pression artérielle, le contrôle du poids, un bénéfice psychologique, un bénéfice social de reprise d'activité.
Et en parallèle, c'est pas si simple et on trouve souvent des patients qui sont déconditionnés à l'effort ou qui ont une insuffisance chronotrope parce que ils ont une bonne dose de bêta-bloqueur et que ça les gêne dans la reprise d'une activité physique. Donc il faut à la fois essayer de les conseiller sur un niveau d'activité adapté à la maladie, à la réparation. Donc là, on est un peu dans du cas par cas pour certains patients. En tout cas, il faut globalement essayer de favoriser une activité physique de type endurance et où il n'y aura pas d'arrêt brutal de l'activité. Et puis, on essaye de positionner pour tous les patients qui veulent reprendre ces activités, pour lesquels il n'y a pas de risque sur le montage chirurgical particulier, une épreuve d'effort avant reprise de l'activité. Ça aussi, c'est une recommandation qu'on voit de temps en temps, pour définir un niveau d'effort maximal. Et ce qu'on essaye de faire à Nantes, c'est de faire pédaler ces patients et de définir une fréquence cardiaque maximale qui correspond à une pression artérielle systolique de 160 mm de mercure. Et donc on leur donne ça comme limite maximale. Les patients sont ont souvent une montre, etc. Enfin, ils ont bien compris qu'ils veulent faire de l'effort, mais pas dans n'importe quelle condition. Donc ils acceptent facilement de s'équiper d'appareils pour mesurer leur fréquence cardiaque pendant l'effort. Et donc on leur donne au moins une cible max, éventuellement une fréquence de travail pour les aider à guider la reprise d'activité physique, mais dans des bonnes conditions pour éviter les accidents et puis les rassurer aussi qu'ils puissent reprendre leurs activités. J'en ai terminé pour on pourrait discuter de beaucoup de sujets, mais j'en ai terminé pour cette partie-là. Et donc je vous rappelle juste le numéro du centre Aorte. Merci de votre attention.